Madame, Monsieur, bonsoir et ravi de vous retrouver pour cette grande session d'information sur Gabon 24. Bienvenue à tous. Tout d'abord, les titres. Le Gabon et les représentants diplomatiques des pays membres de l'Union européenne accordent leur violon sur les résolutions de l'Union européenne et les recommandations du dialogue politique. La démarche s'inscrit dans le cadre de la charte de Cotonou signée entre les pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, ACP. Le Burkina Faso veut immortaliser la mémoire du père de la révolution burkinabé, tué en 1987, et lance une levée de fonds pour un mémorial Thomas Sankara. Aux États-Unis, la police fait une découverte sans précédent d'un stock d'armes à feu, des explosifs et des milliers de munitions au domicile de Stephen Paddock, le tireur de Las Vegas. Le bilan s'est alourdi à 59 morts et 527 blessés. Voilà pour le fil conducteur de cette session. Madame, Monsieur, voici votre journal. Et nous commençons par la page Gabon pour le début, et c'est en bref et en images. Cérémonie de présentation des lettres de créance au chef de l'État Ali Bongo Ondimba ce mardi. Ils sont 5 diplomates nouvellement accrédités au Gabon avec résidence à Libreville ou dans la sous-région. Werner Sefter, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République d'Autriche près la République gabonaise avec résidence à Abuja au Nigeria. Udo Ignan, Joseph Ignan, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République fédérale du Nigeria près la République gabonaise avec résidence à Libreville. Elissa Pera Afonso de Barros, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République démocratique de Sao Tomé-Principe près la République gabonaise avec résidence à Libreville. Madame Sirivalt, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la Confédération suisse près la République gabonaise avec résidence à Kinshasa en RDC. Et enfin, son Excellence Mahamad Karambal, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Tchad près la République gabonaise avec résidence à Yaoundé au Cameroun. Le ministre des Affaires étrangères a eu une séance de travail ce mardi avec les ambassadeurs des pays membres de l'Union européenne pour discuter notamment des résolutions de l'Union européenne et des recommandations du dialogue politique au lendemain de la présidentielle 2016 émaillée de violence et de contestation. Cette activité s'inscrit dans le cadre de la charte de Cotonou signée entre les pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique ACP. Lariska Lormamengi, Hervé Aubian. Discuter des recommandations qui découlent du dialogue politique d'Angandjé et des recommandations faites par l'Union européenne au sortir de la dernière élection présidentielle au Gabon, c'est la toile de fond de cette séance de travail entre le ministre des Affaires étrangères et les ambassadeurs des pays membres de l'Union européenne. Ce dialogue n'a pas de lien avec des résolutions qui ont été prises par le Parlement européen, qui, de notre point de vue, ne sont pas de nature à créer les conditions d'un dialogue serein entre l'Union européenne et un pays comme le Gabon. Qu'à cela ne tienne, ce qui est important pour nous, c'est que nous avons démarré cet exercice de dialogue politique intensifié. Nous avons tenu une première session, nous sommes à la deuxième session. On aura certainement ici et là des divergences, mais on aura certainement aussi des points de convergence qui nous permettront d'avancer dans les recommandations à la fois qui sont issues du dialogue politique d'Angondjé, mais qui sont aussi issues du rapport qu'a fait l'Union européenne au terme de l'élection présidentielle. Cette assise à laquelle prennent part plusieurs membres du gouvernement gabonais, notamment les ministres de la Défense, des relations avec les institutions chargées du dialogue politique, se déroule en plusieurs sessions. C'est un dialogue qui va se dérouler en 4 sessions. Nous avons déjà tenu une première session. Nous sommes aujourd'hui réunis pour la deuxième session. Il restera 2 autres sessions au terme desquelles on fera le point de nos discussions pour voir quelles ont été les avancées, les points de consensus, les points de divergence et ainsi de suite. Conformément aux accords de Cotonou, le dialogue politique intensif entre les pays signataires de cet accord et l'Union européenne se tient régulièrement et de façon périodique. Son objectif principal est de créer les conditions politiques pour le développement des pays membres.
Le Gabon, plus que jamais, engagé sur un nouveau départ depuis le début de l'année, l'exécutif réaffirme sa volonté d'en finir avec les pratiques qui ont plombé la haute administration du pays. La machine de l'État dispose d'une ressource désormais mise à l'épreuve. Le porte-parole de la présidence de la République est revenu sur la portée des changements intervenus au sein de cette haute administration. Ike Ngoni Aïla Oyumi était face à la presse ce mardi au palais de la présidence de la République. Ismaël Obianzé, Bertin Osaga. Le Gabon est en marche, c'est sous ce message présidentiel qu'Ike Ngoni Aïla Oyumi répercute la démarche de l'exécutif ayant abouti au récent vaste remaniement dans la haute administration gabonaise. Il s'agit de 285 nominations au mérite et les changements de tête et de manager se caractérisent par la féminisation et le rajeunissement des postes. Dans notre République, les termes de rajeunissement, de féminisation, d'ouverture à la société civile, d'égalité des chances, de méritocratie ne doivent pas être de vains mots. C'est là le souhait profond du président de la République. Au doute exprimé par une certaine opinion sur la pertinence du Tsunali 2, le porte-parole du président de la République rappelle le cap fixé par l'exécutif pour justifier ces promotions. Les personnes qui ont été nommées dans l'administration l'ont été avec toujours la même ambition, celle de servir l'État, au plus haut niveau. Et bien évidemment, vous connaissez l'adage, avec les grandes responsabilités, vous avez aussi de plus en plus de personnes qui vous regardent. Et c'est très important qu'avec ces grandes responsabilités viennent de grands devoirs en termes de transparence, en termes d'efficacité, en termes de probité, en termes d'honnêteté, en termes de célérité. Plus bref cette fois-ci que lors de sa conférence de presse inaugurale au poste de porte-parole de la présidence, Ike Ngoni Aïla Oyumi a visiblement fait le choix des échanges thématiques avec la presse. L'entreprise de BTP, Bouygues Télécom, aurait mis la clé sous le paillasson. Ses agents ont été surpris ce mardi matin de l'annonce par vidéoconférence du directeur général de cette société de cesser dans l'immédiat toute activité jusqu'à nouvel ordre. Les détails avec Jamila Mbengman et Fred Ndongo. Les agents du groupe Bouygues Énergie et Services présents au Gabon depuis plus de 50 ans, qui améliorent et facilitent le transport et la distribution de l'électricité, l'eau et gaz, grâce à des réseaux fiables et performants, ne savent plus à quel sein se vouer. Et pour cause, la cessation de toute activité depuis ce lundi, la décision a été ordonnée par le directeur général de cette entreprise depuis Paris. C'est par voie de vidéoconférence que les travailleurs ont appris avec stupéfaction de Michel Chinchela, le directeur, que l'entreprise mettait la clé sous le paillasson du fait de la situation de conjoncture économique difficile actuelle que traverse le pays. On évoque aussi la dette de l'État estimée à près de 80 milliards de francs CFA. Des bureaux vides, des effets embarqués dans des véhicules, plus aucun adjoint du directoire présent sur les lieux. Le personnel sans réponse concrète sur leur situation à venir est dans le désarroi. Une situation compliquée au lendemain de la rentrée des classes pour ces chefs de famille qui ne souhaitent qu'un accompagnement pour supporter le coût. Activité ministérielle en bonne place dans la suite de cette page Gabon. Tout d'abord, les techniciens du ministère de la fonction publique et une délégation de la Banque mondiale étaient réunis ce mardi matin à Libreville pour une séance de travail. Le but de ce conclave étant d'améliorer la gouvernance de l'administration gabonaise. Uriel Abaga, Lardingue Mamba. Il faut rebâtir tout un système, changer les habitudes qui ternissent l'image de l'administration gabonaise et mettre sur pied plus de réformes structurelles en plaçant la ressource humaine au cœur de toute action. C'est le message tenu par le ministre de la fonction publique Jean-Marie Ogadanga à l'endroit de ses collaborateurs et du groupe d'experts de la Banque mondiale réunis en séance de travail ce mardi à Libreville afin de réfléchir sur des moyens d'améliorer la gouvernance de l'administration gabonaise. Une série de réformes doit être prise et mise en pratique par l'État sur le moyen et le long terme. On a déjà un autre niveau de conversation, c'est-à-dire on s'interroge vraiment sur qu'est-ce que ça veut dire l'administration gabonaise dans 5 ans, 10 ans dans le futur et comment l'administration gabonaise peut vraiment être un volant des relances de l'économie du pays. Le ministre de la fonction publique, dont l'administration s'occupe des dossiers des agents de l'État, tous statuts confondus, entend mettre sur pied une fonction publique plus productive. Nous passons d'une administration complètement sociale, une administration sans vision, comme disait le chef de l'État il y a un certain temps, sans vision et sans objectif pour le futur.
Et aujourd'hui, nous avons compris que l'administration ne doit pas seulement être le poids, ne doit pas seulement être un boulet que le pays porte tout simplement pour payer des salaires. L'administration doit être une administration de développement. Les émissaires de la Banque mondiale en mission d'identification ont conseillé la mise en place de la e-gouvernance, une meilleure gestion des finances publiques et un bon suivi et évaluation de l'argent public. Conformément au plan de relance économique, le ministère du Budget et des Comptes publics a initié une opération de recensement et déclassement des véhicules de l'État qui ont 7 ans et plus, une opération importante pour la maîtrise des finances publiques. Le regard de Lariska Lormamengi, PJ Opas, Fred Ndongo. Faire un nettoyage du parc automobile de l'État en se débarrassant des véhicules vieux de 7 ans et plus, mais aussi maîtriser la dépense publique est le principal objectif de l'opération de recensement et de déclassement des véhicules administratifs de l'État, initiée par le ministère du Budget et des Comptes publics dans le cadre de la relance économique qui se déroule à l'ESCAP dans la commune d'Ovendo. Une opération qui devrait mobiliser les agents publics de l'État, détenteurs des véhicules. Le ministère du Budget lance un appel à tous les agents publics qui ont ces véhicules-là de 7 ans et plus de venir les expertiser. Vous voyez que les coûts sont modestes, mais nous voulons sortir ces véhicules du fichier national des véhicules administratifs et nous avons la ferme intention de toiletter notre fichier. Nous avons le fichier de tous les véhicules de l'État et nous avons le fichier de tous les détenteurs et les utilisateurs. Donc ne jouons pas au chat à la souris. Ce n'est pas dans l'intérêt des agents publics. Cette opération devra permettre aux agents publics concernés d'être les potentiels propriétaires des véhicules désormais réformés. Vous avez donc des particuliers, des Gabonais qui vont avoir accès à un véhicule qui va permettre de transporter les enfants et d'économiser les dépenses qui auraient pu servir au paiement des taxis et autres. Ça, c'est le premier impact. Vous avez un second impact qui, cette fois-ci, est lié à la mobilité. Vous avez donc un agent qui peut tout à fait vaquer à d'autres occupations en dehors de celles administratives avec le véhicule qui va être cédé. 7000, c'est le nombre des véhicules attendus lors de cette opération qui se fera du 2 au 31 octobre et dont les étapes pour les agents publics de l'État consistent à s'enregistrer, faire l'expertise du véhicule qui est faite par les experts automobiles et la Direction générale du budget pour évaluer les valeurs de chaque véhicule. Tous les départements ministériels et les institutions constitutionnelles sont concernés. Le ministre d'État en charge de la justice, Francis Nkeya, a procédé ce mardi à Libreville à l'ouverture d'une session de restitution de validation du projet de rapport national sur l'examen périodique universel dont l'objectif est de contrôler et garantir les droits humains. Larding Mamba, Jospin Bombadianga. Ce mardi à Libreville s'est ouvert l'atelier de restitution et de validation du projet de rapport national sur l'examen périodique universel, qui veille sur le strict respect des droits des hommes dans les différents États. Le ministre d'État en charge de la justice et des droits humains, Francis Nkeya, a procédé à l'ouverture de ces assises. En examinant la législation nationale, on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas que le ministère des droits humains qui était interpellé, qui était intéressé par ces dispositions, par ces accords. La préparation de ce rapport se fait dans le cadre d'un comité. Et c'est ce comité-là que nous avons réuni ce matin pour préparer le document de base que nous allons envoyer aux Nations Unies, un document de base qui détaille la situation des droits de l'homme au Gabon. Collecter les données sur les thèmes contenus dans les différents instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme ratifiés par le Gabon est l'objectif de l'organisation du Comité national de la rédaction des rapports sur les droits humains au Gabon. Une fois que ce document sera reçu par les Nations Unies à Genève, nous allons être convoqués, probablement au mois de novembre, nous allons être convoqués pour discuter avec les responsables des Nations Unies sur la situation réelle des droits de l'homme. Ce que les Nations Unies vérifient, c'est le respect des accords, le respect des conventions. Est-ce qu'à la suite de la convention que nous avons signée avec les Nations Unies, nous avons pu faire sur le plan national le texte qui a été requis et qui matérialise cet accord-là? Est-ce que nous avons pris des décrets? Est-ce que nous avons pris des lois qui se rapportent à l'exécution de cette convention? L'examen périodique universel est un instrument d'évaluation de la situation des droits de l'homme au sein des États.
mise en place par l'Organisation des Nations Unies en 2006. Santé pour tourner la page Gabon, présent à Libreville depuis 3 jours. Le navire hôpital de l'armée de la République populaire de Chine a reçu ce mardi la visite de la ministre d'État en charge de la Santé, Denise Mkamneu. Durant les échanges avec le directeur de l'hôpital, la question du suivi des malades après le départ des Chinois était à l'ordre du jour. En témoigne ce regard de Chimène Sandra Senghon et Joël Tatou. La réalisation des services médicaux offerts par l'Arche de la Paix participe au renforcement de la coopération entre la Chine et le Gabon. Les médecins chinois et gabonais, tout au long de la mission, feront dans le transfert des compétences. C'est un navire qui nous vient dans le cadre de la coopération. Donc là aussi, il y a des règles à respecter. Donc en réalité, les médecins gabonais ne peuvent pas intervenir sur le navire parce que c'est leur territoire ici. Mais tout ce qu'ils font, ils assistent aux opérations, ils participent aux traductions, ils regardent le transfert de technologie, comme vous dites, en fait, ils regardent comment les autres font, comment ils reçoivent, comment ils font des consultations, comment ils font des examens, en fait, comment on reçoit le malade sur toute la chaîne, de l'accueil aux soins. En raison des capacités de stock et du temps relativement court, toutes les pathologies ne pourront pas être traitées sur le bateau. Aussi, le suivi des patients après le départ de l'Arche de la Paix sera assuré par les médecins gabonais. La plupart des consultations et les traitements peuvent accomplir pendant notre visite. Si pour les malades qui ont besoin de traitements continus après notre départ, ils seront transférés aux trois hôpitaux locaux ici en Gabonais. Ainsi, on peut assurer leur traitement continu et leur suivi médical. Pour ceux qui seront appelés à rester plus longtemps ici, au départ du navire, ces malades seront transférés dans les 3 structures qui ont été retenues, ou bien j'ai envie de dire les 4, parce qu'il y a le CHUL, il y a l'hôpital de la coopération sino-gabonaise, il y a le CHU de Vendo et il y a l'hôpital militaire. Donc ces 4 structures sont prêtes à recevoir les malades qui auront besoin d'un séjour encore prolongé après le départ du navire. La partie gabonaise a souhaité avoir les statistiques de la mission dans le but de mieux orienter sa politique sanitaire. Ouvrons la page Afrique au Cameroun. Ce lundi, la situation était toujours très tendue en zone anglophone après des violences qui ont suivi la déclaration des indépendantistes et qui ont fait 17 morts selon Amnesty International, 10 selon le gouvernement du pays. Gabriel Ratanga s'en fait l'écho. C'est la région du nord-ouest la plus touchée par les violences de dimanche qui était paralysée par le double effet de l'appel à respecter une ville morte des indépendantistes et le couvre-feu imposé par les autorités. Selon les derniers pointages, les manifestations du 1er octobre ont fait 17 morts, 6 dans le nord-ouest et 11 dans le sud-ouest repartis en 7 localités. Pas de circulation, écoles et magasins fermés, la capitale de la région nord-ouest du Cameroun était totalement paralysée. À Bouéa, la capitale de la région sud-ouest du pays, le gouverneur a allégé les mesures de sécurité annoncées il y a 3 jours. La circulation interurbaine et celle des taxis motos est toujours interdite, mais les gens pouvaient de nouveau se réunir ou ouvrir boutiques et bars depuis lundi matin. La situation dans la ville revient peu à peu à la normale. Le maillage sécuritaire n'est toujours pas levé dans les 2 régions entre la ville de Limbe et Douala, distance d'un peu plus de 100 km. À Yaoundé, à la présidence de la République vers laquelle les regards toujours les plus inquiets des Camerounais sont tournés, ce silence est paix. Le locataire des lieux, le président Paul Biya, absent du pays, suivrait la situation de très près, selon une source sous anonymat. Direction la Libye qui subit de lourdes pertes à cause des fermetures répétées des gisements et terminaux pétroliers. Une situation déplorée ce lundi par le président de la Compagnie nationale libyenne de pétrole. Retrouvons Gabriel Ratanga. La production pétrolière a de nouveau été suspendue dans ce champ d'Al-Sharara, l'un des plus importants de l'ouest du pays après sa fermeture par une milice armée. La production de pétrole y avait pourtant repris début septembre,
Ce gisement produit 283 000 barils par jour et approvisionne la principale raffinerie de l'Ouest située à Zaïwa, 45 km à l'ouest de la capitale et son port. Nous voulons établir une charte nationale qui rendrait un crime l'interférence dans la vie des Libyens. Grâce à Dieu, jusqu'à présent, nous avons été capables de continuer notre travail dans les conditions difficiles. Vous savez que le pays est divisé, et pas seulement au gouvernement et au Parlement, mais grâce à Dieu, la Compagnie nationale de pétrole a été capable de continuer ses opérations. La reprise de la production et des exportations pétrolières est donc nécessaire pour remettre en l'état l'économie du pays. La Libye produisait 1,6 million de barils par jour avant la chute de Kadhafi. Aucune goutte de pétrole n'avait pu sortir des principaux ports libyens jusqu'en septembre 2016 avec la réouverture du terminal de Ras Lanouf. La fermeture des ports pétroliers a coûté plus de 130 milliards de dollars à la Libye. Tel que je vous le disais à l'entame, le Burkina Faso a lancé ce lundi à Ouagadougou une campagne de collecte de fonds pour la construction d'un mémorial dédié à Thomas Sankara, le père de la révolution burkinabé, tué lors d'un coup d'État en 1987. Au nombre des contributeurs, de nombreux chefs d'État et le chef de l'exécutif du pays. Les détails avec Zetnada Gadis Maganga. Initié par un groupe de la société civile rassemblant des écrivains, des artistes, des compagnons et l'État burkinabé, une campagne de collecte de fonds pour la construction d'un mémorial dédié à Thomas Sankara, le père de la révolution burkinabé, tué lors d'un coup d'État en 1987, a été lancée ce lundi à Ouagadougou. La construction du mémorial Thomas Sankara est née de la volonté de fédérer plusieurs initiatives à travers le monde visant à honorer et promouvoir la pensée politique et les actions de la révolution burkinabé. La construction du mémorial fonde son espoir d'abord sur la volonté, la détermination et l'engagement du peuple à travers les souscriptions populaires. Notre slogan est « Un projet populaire pour un homme du peuple ». Ce mémorial, qui devra être érigé sur une superficie de 4 hectares au Conseil de l'Entente, le siège du Conseil national de la Révolution, où Thomas Sankara a été tué le 15 octobre 1987, nécessitera plusieurs milliards de francs CFA. Thomas Sankara, en autonomie, il préférait que le Burkina Faso se libère de l'aide internationale et toute autre intervention de contrôle occidental qui sont devenues une prolongation du colonialisme. Les ressources du continent sont incalculables et le temps est venu d'en faire profiter le peuple et pas seulement une poignée de personnes qui choisissent d'utiliser cette richesse pour exploiter le reste de la population. Plusieurs milliers de personnes ont assisté à la cérémonie portant des t-shirts blancs et jaunes à l'effigie de Thomas Sankara, président iconique qui continue de marquer les esprits par son intégrité. En un mois, 25 personnes sont mortes de la peste à travers l'île de Madagascar. À Antananarivo, la psychose a gagné les habitants après 5 décès enregistrés dans la capitale en 48 heures. Les pharmacies sont notamment en rupture de stock de masques cache-bouche. Retrouvons Svetnada Gadis Maganga. Le gouvernement de Madagascar a annoncé samedi soir des mesures d'urgence pour tenter d'enrayer une nouvelle épidémie de peste qui a provoqué, selon un nouveau bilan du ministère de la Santé, la mort d'au moins 24 personnes en un mois. Depuis 1980, la peste réapparaît presque chaque année à Madagascar, généralement d'octobre à mars. Les précautions que l'on prend, ce n'est pas parler près des gens et toujours porter un masque. On achète des masques parce qu'on a entendu parler qu'il y a la maladie de... Comment ça s'appelle déjà? Qui contamine en respirant, quoi. Donc, la peste. La peste. Donc, pour être prudent, quoi, on ne sait jamais. En pleine période épidémique de peste, le secrétaire général du ministère de la Santé publique malgache a indiqué que la situation était sous contrôle alors que la désinsectisation se met en place dans plusieurs écoles de la capitale. Là, vous avez vu tout à l'heure, on a fait d'abord, depuis ce matin, la sensibilisation des élèves, des parents d'élèves, des personnels enseignants, personnels administratifs, la sensibilisation sur la transmission, sur les symptômes de la peste. Et à partir de cet après-midi, grâce à l'aide et la contribution du ministère de la Santé, on est en phase de désinsectisation de toutes les écoles à Tana ville.
L'épidémie s'est depuis propagée sur le territoire malgache, notamment dans la capitale Antananarivo. Le précédent bilan publié jeudi faisait état de 19 décès et de 104 cas suspects. Place aux actualités hors du continent. Tout d'abord, je vous l'annonçais en titre aux États-Unis. Au lendemain de la fusillade de Las Vegas, la police annonce avoir découvert des armes à feu, des explosifs et des milliers de munitions au domicile du tireur Stephen Paddock. Une fusillade considérée par la police comme la plus sanglante de l'histoire des États-Unis. Lors d'une conférence de presse ce lundi, le shérif de Las Vegas, Joseph Lombardo, a indiqué que le bilan s'est alourdi à 59 morts et 527 blessés. Dorothée Nyama s'en fait l'écho. Les États-Unis toujours sous le choc après la sanglante fusillade de dimanche soir à Las Vegas. Les Américains cherchent encore à comprendre pourquoi un mystérieux retraité, équipé de multiples fusils d'assaut, a mitraillé les milliers de spectateurs d'un concert en plein air. Vraisemblablement, le tireur s'était minutieusement préparé. Les policiers ont retrouvé 16 armes de calibres différents dans sa chambre, la plupart des fusils d'assaut, vraisemblablement transportés dans plus de 10 valises, selon le shérif de la ville, Joseph Lombardo. Nous avons trouvé plus de 18 armes à feu supplémentaires, des explosifs et plusieurs milliers de munitions. Les victimes de cette fusillade se comptent désormais en centaines. Nous comptons pour le moment 527 blessés et 59 personnes sont décédées. Perché dans un étage élevé d'un hôtel surplombant le concert, le tireur était un Américain blanc de 64 ans, Stephen Craig Paddock, riche comptable à la retraite, habitué des casinos. Il s'est suicidé avant que les policiers ne l'atteignent. Le FBI a rejeté la piste d'un attentat djihadiste face à une revendication de l'organisation État islamique qui a qualifié le tireur de soldat converti il y a quelques mois à l'islam et nommé dans leur communiqué Abu Abdelber l'Américain. Toujours aux États-Unis, mais cette fois en bref et en images, quelques heures après cette fusillade de Las Vegas, la Maison-Blanche a estimé ce lundi qu'il serait prématuré de lancer un débat sur l'encadrement des ventes d'armes à feu dans le pays. Quant à la Corée du Nord, Sarah Sanders a également déclaré lors de la conférence de presse que l'heure n'était pas au dialogue. Écoutons la porte-parole de la Maison-Blanche. Il y a un temps et un lieu pour un débat politique, mais c'est maintenant qu'il faut s'unir en tant que pays. Il y a actuellement une enquête policière ouverte et en cours. Un mobile reste à déterminer et il serait prématuré de discuter de la politique alors que nous ne connaissons pas tous les faits ou ce qui s'est passé hier soir. Nous avons été clairs, ce n'est pas le moment de discuter. Les seules conversations qui ont eu lieu ou qui auraient eu lieu, ce serait pour amener les Américains qui ont été détenus comme autos. C'était le genre de conversation que le gouvernement était disposé à avoir. Et au-delà de cela, il n'y a pas de discussion avec la Corée du Nord en ce moment. Direction Cuba pour les 50 ans de sa mort dans le maquis bolivien. Ernesto Che Guevara, figure mythique de l'action révolutionnaire armée pendant la guerre froide à Cuba et compagnon de révolution de Fidel Castro, recevra des hommages à Cuba et en Bolivie. Les explications de Svetlana Gadis-Madanga. Le mausolée qui abrite le reste du guerriero héroïque depuis 1997 à Santa Clara sera le cadre des cérémonies commémoratives du 50e anniversaire de la mort du Che Guevara. Le président Raúl Castro devrait être présent dans cette ville où celui qu'il appelait l'Argentin remporta en 1958 une bataille décisive face aux troupes du dictateur Fulgencio Batista. Comme c'est traditionnellement le cas à Cuba, l'hommage se tiendra le 8 octobre, jour anniversaire de la capture du Che par l'armée bolivienne. Ces 4 enfants encore en vie, nés et résidant à Cuba, seront quant à eux attendus dans le sud de la Bolivie, où le guerriero a été exécuté le lendemain de sa capture, le 9 octobre 1967. Cantonnée aux hommages dans les casernes, l'armée bolivienne participera aussi pour la première fois aux cérémonies officielles. 50 ans après sa mort, l'Argentin Ernesto Che Guevara, compagnon de révolution de Fidel Castro à Cuba, reste une figure mythique et le sera toujours dans 3 siècles. Le 8 octobre 1967, l'armée bolivienne, accompagnée de 2 agents de la CIA cubano-américains, capturait le Che à la tête d'une poignée de guerrieros ayant survécu au combat, à la faim et aux maladies. À 39 ans, le Che, au visage christique,
dont la dépouille décharnée était exhibée comme un trophée dans la localité voisine des Valle Grande, entrée dans la légende. Et puis cap sur la France, et c'est en bref et en images. Ce lundi soir, le rappeur Maître Gims, l'auteur de Sapé comme jamais, fait enfin son entrée au musée Grévin. Après plus de 10 ans passés au sein du collectif Section d'Assaut, Maître Gims a décidé de se lancer dans une carrière solo. De fait, son premier album, baptisé Subliminal, est ce qu'on appelle une tuerie, exactement comme son premier single, Je me tire. Et que dire de ce look conjuguant deux mots majeurs de l'époque. L'artiste a exprimé sa fierté de voir sa statue de cire se retrouver dans le célèbre établissement parisien. Écoutons-le. Et je me dis qu'aujourd'hui j'ai aussi ma poupée de cire ici, donc quelque part je suis devenu grand aussi. Il y a du monde, je ne m'attendais pas autant de gens, tout le monde a parlé, il y a des vidéos, il y a plein d'émotions, il y a mon père. Des institutions comme Grévin? Je pense, oui, totalement. Je pense que ça veut dire beaucoup de choses, c'est un message. C'est fou, c'est incroyable. Et ça va faire quoi d'être à côté de vos idoles? J'étais à côté de Jackson, Madonna, il y a eu James avant quand même. Le jean, veste NADC, fourrure, c'est pas de la vraie bête, la bête n'a pas souffert, on est dans de la fantaisie, on est cool. Lunettes, casal, bague de Touareg, on est sapé. Le rappel des titres à présent. Le Gabon et les représentants diplomatiques des pays membres de l'Union européenne accordent leur violon sur les résolutions de l'Union européenne et les recommandations du dialogue politique. La démarche s'inscrit dans le cadre de la charte de Cotonou signée entre les pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, ACP. Vous l'avez vu, le Burkina Faso veut immortaliser la mémoire du père de la révolution burkinabé, tué en 1987, et lance une levée de fonds pour un mémorial, Thomas Sankara. Et puis aux États-Unis, la police fait une découverte sans précédent d'un stock d'armes à feu, des explosifs et des milliers de munitions au domicile de Stephen Paddock, le tireur de Las Vegas. Et le bilan s'est alourdi à 59 morts et 527 blessés. Voilà, Madame, Monsieur, pour l'essentiel de cette grande session. Au nom de toute l'équipe, merci pour votre fidélité. L'information continue sur Gabon 24, mais en attendant, n'oubliez surtout pas que quoi qu'il arrive, entre-temps, gardez le sourire. Au revoir.